Bonjour à tous. Ce matin, 42e jour de guerre. 239 otages de 27 nationalités sont toujours retenus par le Hamas. 365 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre. Après les journalistes la semaine dernière, 120 députés français ont été conviés à visionner mardi le film des massacres perpétrés le 7 octobre par le Hamas. Alors que des alertes à la roquette retentissent encore sur les villes du sud d'Israël et même sur Eilat, Tsahal continue son offensive, s'empare des lieux de pouvoir du Hamas à Gaza, coordonne le transfert de couveuses d'un hôpital israélien vers celui de Gaza et met à nouveau en place un corridor humanitaire vers le sud. Chaque jour, Tsahal se défend au nord contre les roquettes et missiles du Hezbollah, intensifie les incursions militaires dans le cas de réfugiés de Jenin à l'est et, chaque jour qui passe, est une véritable bataille de communication. Qu'en est-il des accords d'Abraham ? Y a-t-il un chemin encore pour la paix ? Israël prendra-t-il la responsabilité de la sécurité à Gaza ? La rue arabe fait-elle la différence entre Palestiniens et Hamas ? La cause palestinienne a-t-elle bon dos ? Peut-on combattre et éradiquer une idéologie comme celle du Hamas ? Pour répondre au moins à ces premières questions, il nous fallait un consultant. Un confrère qui officie sur Tandem TV, un enseignant en sciences politiques, droit et médias, un consultant en géostratégie et géopolitique des conflits. Abraham Van Vetter, bonjour. Bonjour. Alors, en 2 mots, Israël pourrait-il ou doit-il prendre la responsabilité de la sécurité à Gaza ? Absolument. Le 8 novembre, Benjamin Netanyahou déclarait « Israël gardera la responsabilité de la sécurité à Gaza pour une période indéfinie. Quand nous n'assumons pas cette responsabilité, nous voyons l'éruption du terrorisme du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer. » Abraham Van Vetter, comment va-t-il s'y prendre pour encadrer une population de plus de 2 millions d'habitants, ceci sur 365 km² et en plus qui lui est hostile ? D'abord, il faut, pour être honnête, attendre la fin des opérations pour savoir précisément si, depuis le nord jusqu'au sud, le Hamas, mais pas simplement le Hamas, parce qu'on a l'habitude de parler que du Hamas, mais le Hamas et toute sa déclinaison djihad islamique et FPLP auront été effectivement neutralisés. De quelle manière ? Est-ce qu'ils auront été neutralisés au sens éradication définitive ? Ou est-ce qu'ils auront été finalement déportés pour certains ou se seront mêlés à des citoyens avec passeport égyptien pour fuir la bande de Gaza. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que nous pourrions rester sur place et avoir donc une sécurité coordonnée ? C'est une hypothèse, avec soit l'autorité palestinienne, soit avec la présence de la communauté internationale, mais en tous les cas, Israël ne doit plus abandonner cette bande de Gaza, que ce soit du nord jusqu'au sud, puisque je rappelle que nous avons, avec la porte d'Erez et Keren Shalom, nous avons 2 portes d'entrée. L'autre porte d'entrée, c'est bien sûr celle avec l'Égypte. Est-ce qu'Israël a la méthode pour combattre ou alors pour éradiquer une idéologie comme celle du Hamas ou même celle du Hezbollah ? Est-ce qu'on a éradiqué l'idéologie de Daesh ? Non, bien évidemment. On ne peut pas éradiquer cette idéologie, d'autant plus qu'elle est portée par des gens qui vivent dans des bâtiments, des immeubles, des villas en or, que ce soit à Doha, que ce soit à Beyrouth ou que ce soit à Ankara. Donc ces gens-là vont continuer à distiller leur idéologie. Est-ce que pour autant ils vont trouver matière sur le terrain donc à avoir une influence territoriale finalement? Eh bien, de la même façon que Daesh, l'idéologie n'a pas disparu, elle fait des émules à peu près partout, mais en tous les cas, elle n'a plus cette présence, ce califat qui était promis au centre de la Syrie, dans le nord de la Syrie.
On le voit jour après jour, Israël prend de plus en plus le contrôle de l'ensemble de Gaza. Les lieux de pouvoir du Hamas, instances politiques, hôpitaux, souterrains, etc. Son objectif, libérer ce territoire palestinien et imposer sa loi, au moins momentanément. Avraham Van Vetter, comment vont réagir les gouvernements et surtout la rue arabe dans les pays voisins d'Israël ? Alors là, l'histoire nous enseigne deux choses. La première, c'est que quand se passe le moment explosif, si je puis dire, c'est-à-dire que donc la guerre entre Israël et quelle que soit l'entité ou le pays arabe, la rue arabe est soulevée. Est-ce qu'elle est téléguidée par ses dirigeants ? Il y a des pays, bien évidemment, qui téléguident sa population contre Israël. Est-ce que la rue arabe est contingentée, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée, maîtrisée par l'exécutif, monarchie ou présidence? Bien évidemment. Et là, on peut comprendre qu'avec ces deux éléments, il y a plutôt intérêt à ce que les dirigeants, qui sont souvent d'ailleurs très peu respectés par leur rue, sinon par la répression, ou par une présence en tous les cas totalitaire, autoritaire, eh bien que cette population puisse vouloir avoir les velléités de libération et de changer. On a vu ça dans les 50 dernières années, où la Syrie, Hafez al-Assad, ou que ce soit en Irak, Saddam Hussein, qui avait effectivement approché le pouvoir jusqu'à se débarrasser du président de l'époque et l'ayant assassiné dans les façons les plus barbares. Donc, bien sûr que la rue arabe aujourd'hui doit être maîtrisée, et le seul moyen, c'est de lui laisser un petit peu cette soupape de violence s'exprimer contre Israël plutôt que contre le régime en place. Alors maintenant, on a vu aussi que dans l'histoire, la plupart des pays arabes, une fois le moment de l'explosion passé, ils reviennent à un pragmatisme qui est celui, bien sûr, de l'enrichissement du pouvoir, l'enrichissement qui leur permet de consolider leur pouvoir, et auquel cas, on l'a vu avec les accords d'Abraham, ils ont plutôt intérêt à se rapprocher d'Israël sur un plan sécuritaire et sur un plan commercial. Alors, une libération des otages, parce qu'on en parle pratiquement tous les jours, dans les prochains jours par Tsahal ou des pourparlers, est-ce que c'est possible ? Alors, je ne suis pas effectivement dans les tout petits secrets Shabak et Shin Bet qui aujourd'hui ont effectivement des plans qui d'ailleurs n'étaient pas peut-être ceux initiaux, mais qui au fur et à mesure des renseignements collectés au travers des prisonniers qu'ils ont fait depuis leur réaction après le 7 octobre, mais aussi de par leur entrée dans Gaza, et où ils ont pu effectivement y recueillir des informations absolument précieuses, qui a permis déjà la libération d'une soldate, mais qui pourrait effectivement aujourd'hui leur donner suffisamment d'informations pour adapter leur dispositif, forces spéciales, forces de renseignement, pour pouvoir libérer des otages. Est-ce que ça peut se faire de manière intégrale ? Là, permettez-moi de rester un petit peu réservé, puisque nous pourrions avoir de mauvaises surprises, si tant est que nous avons aujourd'hui les preuves que des otages ont été retenus dans l'hôpital Al-Shifa, mais qu'ils ont été aussi emmenés par des groupes complètement différents, Hamas, djihad islamique, voire même des individus complètement autonomes qui sont venus pour piller, pour violer et pour kidnapper des personnes. Et ceux-là, bien évidemment, viendront monnayer leurs otages, voire ne pas les rendre. En Israël, un cabinet de guerre sous l'égide de Netanyahou a été formé avec 3 généraux. Yoav Gallant, ministre de la Défense, Benny Gantz et Gadi Eichkot, tous 2 membres de l'opposition, ainsi qu'Aryeh Deri, chef du parti Chasse, mais lui, il est dans un fauteuil d'observateur. Depuis le 11 octobre, les opérations militaires sont dirigées par cette instance censée symboliser l'unité de la nation. Mais derrière
cette image d'un front solidaire de façade, les protagonistes ne cessent de se contredire. Entre autres, les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui remettent en cause la légitimité de ce cabinet. Alors, Avraham Van Vetter, dans ce contexte, comment sont prises et appliquées les décisions? Alors, tout simplement, ça se fait entre militaires, j'allais presque dire. Militaires autour du Premier ministre. Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir ont été priés dès les premiers jours, dès les premières heures, de se tenir un petit peu à l'écart, même si on ne peut pas imaginer que le ministre des Finances ne participe pas, en tous les cas à distance, même mais pas trop pas éloigné non plus, au Conseil de guerre, c'est normal. Mais qu'en revanche, ils n'ont pas droit à la parole. Et c'est peut-être pour ça qu'on les entend un petit peu. Mais je dois dire que ils respectent peu ou prou, en tous les cas, un silence qui n'est pas autodestructeur. On l'a vu avec Itamar Ben-Gvir, par exemple, qui a pris des mesures sécuritaires qui étaient plutôt cohérentes, en accord avec celui qui était hier encore son adversaire, le chef de la police, Kobi Shabtai, et aujourd'hui, en tous les cas, avoir un certain conducteur qui permet de calmer ce qu'on appelle les implantations, donc ces gens dans les implantations, celles qui étaient déjà acquises, mais celles qui étaient aussi en devenir, donc c'est important de ne pas avoir un front ouvert là-bas, mais qui aussi a permis à ce que la Judée-Samarie et les citoyens autour de la Judée-Samarie, dans son intégralité, puissent être confortés par une présence policière plus importante, sécuritaire plus importante. Maintenant, pour parler du Conseil de guerre en soi, et là, nous avons effectivement des anciens chefs d'état-major qui parlent de guerre, qui parlent militaire, qui parlent avec, une fois qu'on a réglé les problèmes, les quelques dérives qu'a eu pendant un temps le Premier ministre Netanyahou avec les services de renseignement, une fois que tout cela a été réglé, on trouve aujourd'hui une unité, bien sûr, un peu de façade quand on les voit à la télévision, habillés ensemble, de la même couleur, noir, etc. Mais dans le même temps, on voit effectivement que dans les décisions qui sont prises, elles sont prises bien sûr par le Conseil de guerre, c'est-à-dire Gadi Eisenkot, Benny Gantz et puis Netanyahou, mais aussi bien sûr Yoav Gallant et Herzi Halevi, mais que celui qui est peut-être le plus à même d'apporter quelque chose au Conseil de guerre, c'est celui qui ramasse les informations. Celui qui collecte les informations, ce sont bien sûr les services de renseignement qui accompagnent, j'allais presque dire visuellement, puisque aujourd'hui vous avez des soldats qui sont dans Gaza, qui portent des GoPro et qui sont effectivement à visualiser et voire même avec un dispositif absolument exceptionnel et inaugural, puisqu'il n'existe nulle part dans aucune armée. Vous avez aujourd'hui les services informatiques du ministère de la Défense qui travaillent à anticiper, à projeter donc l'entrée des militaires dans des lieux effectivement supposés dangereux. Donc ce sont ces gens-là qui, sur le terrain, finalement permettent de nuancer un petit peu les décisions qui devront être prises par le politique et ce fameux Conseil de guerre. Alors sur le fil info de I24 News, mardi dernier, Stéphane Zev Goldin écrit « Yahya Sinvar, c'est le leader du Hamas dans la bande de Gaza, a perdu il a perdu sur tous les fronts. En organisant le programme du 7 octobre, il a transformé pour toujours le Hamas, mais aussi il a transformé Israël. En fomentant ses attaques sans le savoir, il a méthodiquement planifié le suicide de son organisation. Les chances pour le Hamas de devenir le représentant légitime des Palestiniens sont désormais réduites à néant. Le Hamas dans son ensemble, branche politique, militaire et sociale, va s'effondrer et ne pourra en aucun cas être un interlocuteur dans les négociations futures. Avraham Van Vetter, en tant que consultant en géostratégie et géopolitique des conflits, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il n'a pas disparu de la scène politique. Je vous rappelle qu'il a été sorti de prison à l'occasion de la libération de Gilad Shalit et qu'il en est devenu aujourd'hui le chef de Gaza.
le chef incontesté. C'est quelqu'un qui, on peut supposer, aurait peut-être éventuellement plusieurs vies. Et on peut supposer aussi que le Hamas, complètement éradiqué, comme on l'a dit, au niveau structurel, puisse effectivement rejoindre donc cette nébuleuse terroriste qui, du Hezbollah aux Houthis, peuvent gagner en galon pour pouvoir effectivement constituer une force mobile, mais qui ne serait plus territoriale. Et là, on l'a vu encore une fois, je parlais de l'exemple de Daesh, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que Sinwar a tout perdu? Non, il n'a pas tout perdu, je ne suis pas d'accord. Cette opération préparée depuis plusieurs années, depuis Téhéran, avec les gardiens de la Révolution, l'appui bien évidemment des Russes. Et les Russes, bien évidemment, présents dans la région, ne pouvaient pas ne pas être au courant. Donc, est-ce que la Turquie l'a été? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a une concurrence entre la Turquie et l'Iran. Cela m'étonnerait très fort. Mais cela dit, ils ont accepté finalement cet axe du mal. Est-ce que cet axe du mal pourrait recruter des Sinwars ou son clone quelconque? Bien évidemment, parce que la guerre n'est pas finie. Et ils ont prouvé, en tous les cas, au monde, qu'ils étaient capables de pas simplement fissurer la muraille d'Israël, mais qu'ils étaient capables de faire beaucoup de mal, voire même d'avoir un droit sur une guerre régionale. Et ça, c'est quand même une victoire du Hamas. Des rescapés du kibboutz Be'eri, attaqués par le Hamas, sont logés actuellement dans un hôtel près de la Mer Morte. Et ils disent que tout le monde ne reprendra pas le chemin du kibboutz. Rappelez-nous, Avraham Van Vetter, quelles étaient les positions sociales et l'orientation politique des habitants du kibboutz, de ce kibboutz, et même des autres, ceux qui sont autour de Gaza et qui ont été attaqués? Alors d'abord, ce sont des kibboutz qu'on a habités pour des raisons économiques, et pour des raisons idéologiques. Idéologie, celle pionnière, je ne vais pas refaire l'histoire, et économique parce que quand il y a eu effectivement l'histoire du Sinaï rendue à l'Égypte, il y a eu effectivement, vous vous rappelez donc, nombre de Juifs qui ont trouvé effectivement ce pourtour, cette enveloppe de Gaza, plutôt intéressante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle était économiquement accessible, mais que surtout il y faisait bon vivre. Il y faisait bon vivre parce que jusqu'en 2005, d'abord, enfin 2003, Israël est présent. 2005 à Kissoufim, donc le drapeau israélien est tombé, et donc on a donné le Gaza à l'autorité palestinienne. On ne s'attendait pas, bien évidemment, à ce que ce soit le Hamas qui prenne le pouvoir, donc un an après. Donc, si on doit parler de ces kibboutz, il y a d'abord une histoire économique et une histoire idéologique pionnière. Mais c'est greffé dessus, au fur et à mesure des années, une idéologie qui s'est dite progressiste. Progressiste au sens où on voulait montrer que malgré les requêtes, malgré la situation très instable de l'enveloppe de Gaza, malgré les manifestations qu'on a vues il y a 2 ans, donc se multiplier à peu près tous les jeudis et vendredis, donc aux portes des kibboutz, malgré Sderot qui était constamment donc bombardé. Je rappelle que il y a à peu près 18 000 roquettes qui ont été, 15 000 roquettes qui ont été abattues par Israël. C'est vous dire donc que Sderot a été avec les autres lieux du Shara Negev, de la porte du Negev, ont été fortement touchés. Et ce progressisme-là a amené beaucoup de ces gens à vouloir jouer la carte, bien sûr sécuritaire avec le grillage et le mur, mais de vouloir créer une passerelle avec les Gazaouis sur le ton de « si ils vivent comme nous, alors ils n'auront plus d'intérêt à vouloir nous faire la guerre ».
Et donc, de cet esprit de bonnes intentions, mais vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, eh bien, de ces bonnes intentions-là, ils allaient jusqu'à physiquement aller chercher des Gazaouis pour les emmener à l'hôpital, pour leur permettre de pouvoir être soignés, de leur donner du travail. D'ailleurs, pour petite parenthèse, la fille d'Ismaël Haniyeh lui-même, qui était l'ancien chef de Gaza, qui vit aujourd'hui donc à Doha, eh bien, a été soignée dans un hôpital de Tel Aviv. Donc, c'est vous dire qu'il y avait cet échange-là qui existait. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, et d'ailleurs, la rave party qui était organisée faisait partie d'une séquence de rave party organisée dans toute l'Europe qui avait pour thématique la paix, la coexistence pacifique. Et là, on a vu effectivement ces gens-là abrités, aidés, finalement des gens qui les ont espionnés et qui ont noté depuis 2 ans, carré de mètre carré par carré de mètre carré, tous les endroits, effectivement, de tous ces kibboutz et moshavim de l'enveloppe de Gaza. Vous avez là, justement, ces progressistes qui prennent la décision aujourd'hui de dire plus jamais ça. Une expérience absolument dévastatrice, et ils ne voudront plus jamais avoir affaire à des Palestiniens de Gaza. Et là, c'est peut-être terrible, parce que aujourd'hui, on ne cesse d'être, en tous les cas, interpellé pour la coexistence, la cohabitation. Mais voilà que les progressistes les plus proches de l'idéologie de gauche et d'extrême gauche, qui voulaient de cette coexistence-là et qui l'ont pratiquée, n'en veulent plus. Qui, alors, aujourd'hui, pour faire la paix ? À 20 km au sud de Dafoula, le camp de réfugiés de Djenin est en ébullition depuis longtemps. Israël le considère comme un noyau du terrorisme en Cisjordanie. Les incursions de l'armée israélienne ne sont pas nouvelles, mais depuis le 7 octobre, elles se sont intensifiées. Avraham Van Vetter, Tsahal intervient régulièrement dans les territoires de Judée et Samarie. Quels sont ses objectifs et est-ce qu'elle peut les atteindre ? Alors, c'est une décision, je vous le rappelle, de mettre le plein pot, si je puis dire, pour être un peu trivial, sur la Judée-Samarie, lors du mandat de Naftali Bennett, Premier ministre, et Yair Lapid, donc son vice-premier ministre. L'idée, c'était effectivement d'éviter que se reproduise une contagion dans la région qui aurait pu effectivement mettre, bien sûr, la région instable, mais en même temps nous ramener à des émeutes qui nous avaient là aussi surpris, ça fait la 2e fois quand même. C'est en 2021, rappelez-vous, les émeutes où des Arabes israéliens qui de Lod ou à Petah Tikva ou dans d'autres villes arabo-israéliennes, si je puis dire, enfin arabo-juives si vous voulez, eh bien, nous avait un petit peu surpris. Et on a compris qu'il fallait mettre le paquet sur les cellules dormantes qui étaient identifiées, mais qui étaient effectivement un peu sans réaction. Et on a vu finalement les premières activités, les premières agitations se mettre en place quand on a compris que l'autorité palestinienne ne réagissant pas, sa sécurité n'agissant plus dans certains territoires, et notamment à Djenin, Tulkarem ou Chouafat, eh bien, on a décidé d'intervenir parce que le Shabak et notamment et le Shin Bet avaient des éléments qui nous indiquaient que le Hamas était très présent en Judée-Samarie, ainsi que le djihad islamique. Donc on a mis le paquet. On a mis le paquet, et effectivement, le grand dispositif d'unités comme 8200, mais de Shin Bet et Shabak, donc ont misé sur le déracinement de ce qui pouvait être absolument explosif et ressembler, pardonnez-moi de l'expression, d'une 5e colonne. Et là, effectivement, il fallait réagir, car bien sûr, on savait qu'il n'y avait pas de question de si il allait y avoir encore un conflit avec Gaza ou avec le Hezbollah, mais quand. Donc il fallait absolument calmer et réduire à néant tout ce danger
qui était au cœur même de l'État d'Israël. Emmanuel Macron est arrivé en Israël, plus de 2 semaines après le 7 octobre, pour témoigner sa solidarité envers l'État hébreu et justifier qu'Israël a le droit de se défendre. Il a appelé ensuite à une trêve humanitaire et ces derniers jours, il a évoqué un cessez-le-feu à Gaza, exhortant Israël à arrêter les bombardements sur les populations civiles. C'est un revirement dû peut-être à une note collectivement rédigée et signée par plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et puis dans certains pays du Maghreb, regrettant ce virage pro-israélien. Avraham Van Vetter, comment vous, en Israël, vous analysez cette volte-face ? D'abord, il faut remettre les choses en perspective. Il y a 2 plans. Il y a, si je peux prendre l'image d'une boutique, il y a la boutique, la vitrine et l'arrière-boutique. La vitrine, c'est la politique arabe de la France, qui n'a pas changé depuis le général de Gaulle. Effectivement, on s'affiche comme étant plus proche du monde arabe. Je vous rappelle cette fameuse note de Pascal Boniface, le patron de l'IRIS, un centre de recherche géopolitique, qui avait dit à ses amis socialistes, qui étaient au pouvoir à l'époque, il faut absolument choisir aujourd'hui l'électorat musulman plutôt que de vouloir avoir des relations avec Israël. Bon, je le dis in extenso. Eh bien oui, effectivement, il y a cette politique arabe, c'est la vitrine. Mais il y a l'arrière-boutique. Je rappelle qu'il y a toujours eu une présence donc commerciale, culturelle et militaire entre la France et Israël. D'ailleurs, dans l'histoire même de la renaissance de l'État d'Israël, la France a toujours été présente, et davantage présente dans le début des années 60. Mais, même s'il y a eu quelques pauses, mais à partir de François Léotard, qui à l'époque était ministre de la Défense, ça a été multiplié par 3, 4, et même sous Alain Juppé, ministre lui aussi des Affaires étrangères, qui a voulu un petit peu réduire le volume d'échanges avec Israël, eh bien finalement c'est presque résiduel ce qu'il a réduit. Effectivement, la vitrine a pris plus de place, mais on n'a pas pour autant dégagé l'arrière-boutique. Donc il y a dans ce message, cette incohérence du président Macron, qui dit une chose un jour, une autre chose un autre jour, qui n'est pas compris ni par les uns ni par les autres, finalement quelque chose qui ressemble à cette politique arabe, qui, malgré les années, nous montre bien que ça n'a pas servi à l'influence française dans cette région du monde. D'ailleurs, dans quelques autres régions du monde, si je parle de l'Afrique, par exemple, c'est un échec total. Mais il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été assez souligné, me semble-t-il, sur des plateaux ou dans la presse. C'est la porte qu'il a ouverte. Il a ouvert une porte où finalement ont commencé à s'engouffrer d'autres dirigeants du monde occidental qui trouvaient difficile d'équilibrer leur discours avec le monde arabo-musulman compte tenu du choc majeur du pogrom du 7 octobre. Ils avaient du mal, et ça leur posait un gros problème, un problème diplomatique aussi. Et donc on a vu qu'avec la saillie à la BBC du président Macron, eh bien d'autres s'engouffraient derrière, les Pays-Bas, et puis maintenant Justin Trudeau. Heureusement, il nous reste quelqu'un qui est majeur dans cette Union européenne, qui d'ailleurs, pour le coup, et c'est peut-être l'influence du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a, lui, très clairement dit « Israël ne doit pas aujourd'hui faire de cessez-le-feu jusqu'à l'éradication du Hamas », que l'Union européenne elle-même s'est alignée sur le chancelier allemand. Mais cette faille ouverte par le président français a peut-être donné un message perverti, ou en tous les cas détourné par l'Angleterre, alors qu'ils étaient à l'exécutif nos plus précieux alliés. Je rappelle qu'il y a des bateaux et des sous-marins britanniques en mer Méditerranée qui accompagnent donc les navires américains. Et puis, bien évidemment, le Canada, les États-Unis.
c'est malheureusement une faille, une porte que le président Macron a ouverte pour pas grand-chose ailleurs. Parce que d'abord, il est dépassé par la réaction du monde occidental qui, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, avait un besoin de vouloir équilibrer sur le dos d'Israël, donc sa diplomatie à l'égard du monde arabe. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec une question. Qu'est-ce que Macron ? Le 8 novembre, Isabelle Lasserre posait le problème ainsi dans le Figaro. C'est une erreur qu'ont fait en commun les États-Unis, l'Europe, les pays arabes, les États du Golfe en croyant qu'il était possible de vivre en ignorant la question palestinienne et en la remettant et en la ramenant même à un conflit de basse intensité. Avraham Van Vetter, qu'est-ce que vous pensez de cette saillie ? Il n'y a pas un géopolitologue sensé qui vous dira, en dehors de flagorneries des plateaux de télévision, qui vous dira que demain, les Palestiniens seront davantage considérés parce qu'il y aura eu finalement cette explosion donc, entre le Hamas et l'État d'Israël, entre un groupe terroriste et l'État d'Israël, qui vous dira que finalement ressort de tout cela la question palestinienne. Pensez-vous une seconde que pendant ce temps où nous parlons, la Jordanie, dont je rappelle que les 2/3 de sa population, même les 3/4 de sa population est palestinienne, et avec un statut de réfugié, ce qui est quand même un peu fort de café, que pareil au Liban, que pareil dans d'autres pays, les Palestiniens sont considérés non pas comme des individus propres à devoir respecter et les aider à reconquérir un territoire, même un territoire divisé en deux avec l'État d'Israël. Non, ils les conservent en situation de réfugiés. Et finalement, donc on voit bien que la question palestinienne n'intéresse pas le monde arabo-musulman, qu'elle est juste une caution, comme je disais plus précédemment, pour tenir la rue arabe, mais pas pour en faire quelque chose qui ne voudrait pas être un outil de déstabilisation, parce que on le voit bien aujourd'hui, remplacer Mahmoud Abbas, corrompu, lui, ses enfants, et toute finalement la nomenclatura de l'autorité palestinienne, remplacé par qui? Alors on a pensé à Mohamed Darlan, qui était l'ancien responsable de la sécurité préventive de Yasser Arafat. On a pensé même à M. Barghouti, qui est en prison pour tentative d'attentat terroriste et qui a du sang sur les mains. Et puis finalement, on se rend bien compte qu'il n'y a personne. Personne qui aurait suffisamment de poids pour pouvoir stabiliser un éventuel État palestinien. Donc les Palestiniens, le monde arabo-musulman n'en veut pas. Mais ça sert effectivement le monde arabe que de vouloir en faire, en tous les cas, un porte-drapeau. Un porte-drapeau à la rue arabe. Mais pour le reste, soyons sérieux. Personne ne se soucie vraiment des Palestiniens. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Quel est le glissement qui se fait de plus en plus dans les manifestations? Ça a d'abord été la Palestine, ça a glissé vers le Hamas, et maintenant on voit de plus en plus de Daesh apparaître dans les manifestations. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il semblerait que le monde arabo-musulman pourrait se saisir de la question palestinienne, c'est peut-être de se faire un nouveau printemps arabe, mais cette fois-ci avec un aboutissement différent du premier. Avraham Van Vetter, justement, vous parlez de la rue arabe. Est-ce qu'elle fait la différence entre Palestiniens et Hamas? Ou c'est un amalgame? Alors, si vous parlez à un Palestinien tout seul dans un endroit bien protégé, il n'y a aucun problème. Il vous dira la différence. Si vous parlez... Alors, on a vu ces derniers temps des vidéos, effectivement, qui sont absolument réelles, hein, des femmes, des hommes dire leur haine du Hamas depuis Gaza.
mais on l'a vu aussi, je vous rappelle que le fils du fondateur du Hamas, qui aujourd'hui est israélien, et qui travaille d'ailleurs dans les services de renseignement israéliens, bien, vous dire ce que représente le mal endémique que représente donc le Hamas. Donc le Gazaoui de la rue ne veut pas du Hamas, ne veut pas du djihad, ne veut pas du FPLP. Il veut effectivement de la paix, du commerce et pouvoir vivre dignement. Est-ce qu'il peut vivre dignement? Bon, 2 millions de personnes dans ces 6000 mètres carrés, effectivement, c'est pratiquement inouï. Mais je rappelle quand même que l'Égypte, qui avait une ouverture sur Rafah et donc sur un Sinaï pratiquement désert, aurait pu ouvrir un peu une soupape à cette bande de Gaza. Elle ne le fait pas, elle a fait pire. Elle a fait pire, puisqu'elle a créé une zone tampon de plus de 30 km où elle a évacué tout individu qui existait sur cette zone tampon. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des problèmes avec les Palestiniens. Alors voilà où on en est. Voilà où on en est entre, effectivement, ces Gazaouis qui détestent le Hamas mais qui ne peuvent rien dire. Et j'allais presque vous dire que c'est aussi le cas dans l'autorité palestinienne. Vous savez, les manifestations qui ont été réprimées et qui sont encore réprimées, les tortures qui y sont effectuées donc, au sein de l'autorité palestinienne. De la même façon, à Gaza, quand il y a eu 2 semaines auparavant, le 7 octobre, des manifestations de Gazaouis qui ont été réprimées dans le sang et où, pour faire l'exemple, on a tué une jeune fille devant ses parents pour calmer un petit peu tout le monde. Voilà ce qu'il en est de cette relation, malheureusement, entre le Hamas et la rue arabe. Alors en réfléchissant, on voit que l'Égypte, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie seraient les mieux placés pour s'interposer et proposer une future initiative de paix. Avraham Van Vetter, cette vision, est-ce qu'elle est utopique? Et quels interlocuteurs vous verriez autour de cette table? Tout à l'heure, j'allais vous dire que le monde arabe, en tous les cas, le monde arabe et le monde arabo-musulman, puisqu'on parle du Maroc et de l'Égypte, est pragmatique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la rue arabe au Maroc est très dangereuse pour n'importe quel juif. Alors, d'autant plus des Israéliens qui avaient pris maintenant, depuis plusieurs mois, l'habitude d'aller en masse au Maroc. Je peux vous dire que de façon très pragmatique, demain, nous avons éradiqué le Hamas, stabilisé cette partie-là, et qu'il n'y a pas eu d'extension du conflit avec d'autres, mais les Marocains, la rue marocaine redeviendra nos meilleurs amis. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les dirigeants marocains vont reprendre des relations avec Israël? Je vais vous dire un mot que m'a dit M. Ben Ryan, le président de la Chambre de commerce Maroc-Israël. Pour la paix, il faut se hâter lentement. Et c'est tout un problème que nous n'arrivons pas à comprendre, que seulement maintenant, le Shabak et le Shin Bet qui ont eu des déclarations dans ce sens commencent à dire, c'est que nous ne pouvons pas penser à l'occidental quand nous sommes dans cette région-là. La temporalité du monde arabo-musulman n'est pas la même que celle des Occidentaux, de la même façon que les Asiatiques. Ce n'est pas la même temporalité que le monde occidental. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a suspendu les négociations entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite, éloigné la perspective de garantie d'une sécurité régionale américaine, à l'ombre de laquelle elle veut bâtir son développement économique. Avraham Van Vetter, les intentions de Riyad, est-ce qu'elles sont définitivement écartées? Et si un traité de paix était signé entre l'Arabie saoudite et Israël, quel serait d'après vous le grand gagnant? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que vous l'avez bien senti, que si les condamnations étaient celles médiatisées par l'Arabie saoudite, qui, je vous rappelle, a de nouveau une ambassade à Téhéran, n'est pas pour autant à avoir
fermer son esprit et ses conflits avec le monde chiite. Et que la guerre avec les Houthis n'est pas terminée, puisque les Houthis ont même encore tiré sur le territoire saoudien. Donc les Saoudiens sont très pragmatiques. Pour l'instant, en vitrine, ils accusent Israël de tous les maux, et vous savez que dans le lyrisme, le monde arabo-musulman ne manque pas de verve, mais que dans la réalité, bien évidemment, la normalisation a été conservée, et toute la question sera, et c'est pour ça que votre question est très pertinente, toute la question sera qu'est-ce qui va être donnant-donnant de part et d'autre. On sait que l'Arabie Saoudite veut de nos échanges de haute technologie pour sa sécurité, mais aussi pour la transformation de son économie minière, de son économie pétrolière, en une économie beaucoup plus large, dont font partie effectivement les hautes technologies. Et Israël est à même de le leur fournir. Nous étions avec des plans effectivement et financés d'ailleurs pour la plupart par les Américains. Mais il s'avère que ces plans-là intéressent toujours l'Arabie Saoudite, et que la normalisation a été dite par le ministre des Affaires étrangères, à savoir que pour l'instant nous sommes encore à vouloir préserver cette normalisation éventuelle si Israël, au bout du conflit, après un cessez-le-feu, eh bien, saura effectivement aborder la question des deux États, etc. Bon, bref, le discours habituel, mais qui, de façon pragmatique, doit être celui de relations, bien évidemment, beaucoup plus directes, et dont le cas palestinien, l'affaire palestinienne sera, sinon au calendrier grec, en tous les cas abordée de façon lentement. Voilà, pour la paix, il faut se hâter lentement, on a dit. Et différente. Je recevais en ce vendredi matin Avraham Van Vetter, chroniqueur sur Tandem TV. C'est une chaîne francophone israélienne sur le net, enseignant et consultant en géostratégie et géopolitique des conflits, reporter de guerre puis journaliste, ex-enseignant à la science politique, droit et médias à l'université de Nice. Merci Avraham Van Vetter, merci pour toutes ces explications qui enrichiront, j'en suis sûr, notre compréhension du conflit actuel. Merci à vous. À bientôt.